Bonjour Hamza. Salut Thierry, comment ça va? Eh bien écoute Hamza, ça va bien. Bonjour les amis, donc pour une émission qui a lieu un petit peu tard pour nous, mais qui a lieu très tôt pour notre invité, puisque le décalage horaire entre Dubaï et Montréal est de 9 heures. Voilà. Et bah non, tiens, je vais te laisser me poser la phrase culte. Hamza. Ah oui, mais c'est important, c'est important. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui? De quoi on parle? Eh bien, ce soir, Cortex, comme tous les soirs, on va tenter de conquérir le monde. Bon, ça, c'était un private joke entre Hamza et moi. Et pour ceux qui ont suivi la série Minus et Cortex, plus sérieusement, donc c'est la deuxième émission de notre série Comment créer son entreprise à l'étranger. Et aujourd'hui, ce sera le Canada. Donc, on va recevoir Virginie Vargel, qui est expert comptable au Canada, qui est elle-même une expat. Donc elle connaît bien le processus, puisqu'elle est arrivée un jour avec ses valises et son espoir à la gare de Montréal, non, à l'aéroport de Laval. Et depuis, elle a fait son chemin. Alors aujourd'hui, ce qui va être super intéressant, c'est justement, on va parler un petit peu de l'expatriation au Canada, de monter sa boîte au Canada. Et on a la chance de connaître Virginie. Est-ce qu'on la voit à l'écran ou pas encore? Non, écoute, voilà. Donc maintenant, nous avons Virginie à l'écran. Donc, salut Virginie. Bonjour Hamza. Salut. Alors, Virginie, on est content de t'avoir, je t'avoue, parce que c'est vrai que le Canada, c'est une des destinations phares de beaucoup de gens en France, de beaucoup de gens dans le Maghreb francophone. Toi, tu es localisé à Montréal, je crois, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Et est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Qu'est-ce que tu fais? Depuis combien de temps tu es là-bas? Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis comptable. Je suis arrivée, donc, comme a dit gentiment Thierry, avec ma petite famille, mes valises et en avion quand même. Nos affaires étant parties en bateau. Donc, il a fallu les récupérer effectivement au port de Montréal et les dédouaner. Et nous sommes arrivés il y a 10 ans. Donc, 10 ans? D'accord. Oui, il y a 10 ans, en 2007. Donc voilà, nous sommes installés là, les enfants étaient petits, ils ont grandi à Montréal, qui est une ville extraordinaire et une ville très multiculturelle et très cosmopolite, donc, et très universitaire également. Donc là, ils sont tous les deux à l'université. Et voilà, nous avons aussi fait notre petit bonhomme de chemin ici, depuis 10 ans. Génial. Moi, j'ai alterné en fait reprise d'études pour l'expertise comptable, entreprise et travail à mon compte. Donc, ça fait 10 ans que j'ai une clientèle, que je monte doucement ma clientèle. Et là, je suis en train de progressivement étoffer cette clientèle. Donc, d'abord avec des particuliers et depuis maintenant quelques années avec des entreprises. Superbe, superbe. Pas trop difficile, les normes comptables à Montréal, Canada? C'est très différent. En fait, ici, nous sommes au Québec. Donc, le Canada est est partagé en 13 provinces. Donc là, nous sommes dans la province du Québec, qui, en fait, au niveau des lois, est un mixte entre le droit civil français de Napoléon et la common law anglo-saxonne. Donc, la comptabilité est un peu un mixte entre la comptabilité européenne et la comptabilité américaine. Donc, fondamentalement, j'ai repris des cours, j'ai resuivi des cours à l'université pour faire une maîtrise et expertise comptable. D'accord. Donc, ça aide quand même beaucoup. Pour la pratique professionnelle, c'est quand même assez pratique. De même que pour l'impôt des particuliers, ça n'a rien à voir. Donc, j'ai suivi des cours, je me suis formée en fait, à la fois pour moi et puis pour les autres. Et c'est un challenge et c'est très intéressant. D'accord. Mais moi, j'aime bien cette semaine. Tout le monde J'allais te demander, est-ce que c'est difficile de s'installer au Canada? Alors, c'est très traître. C'est-à-dire que ça semble très facile. Donc, les gens arrivent, la fleur au fusil, c'est la même langue, mais ce ne sont pas du tout les mêmes termes techniques parce que c'est la même langue d'il y a 300 ans. Et les termes techniques sont des termes techniques anglais qui ont été francisés, en fait.
Donc dans tous les métiers, on ne retrouve pas du tout les mêmes termes, ne serait-ce que quand on parle d'une voiture ou n'importe quoi, c'est pas du tout les mêmes termes. Et donc en fait, mis à part la grammaire qui est à peu près similaire, enfin le langage courant de tous les jours qui est similaire, tout le reste est complètement différent. Donc les gens pensent. Et encore, excusez-moi de faire un peu le clown, mais le langage courant est peut-être traître. Parce que récemment, j'ai une amie à Montréal qui s'est cassé une jambe et elle a marché en déambulateur. Alors en déambulateur, c'est en France, mais au Québec, ça s'appelle une marchette. Donc même dans la vie de tous les jours, non, mais c'est juste pour dire, ça a l'air stupide ce que je dis, mais un Québécois est capable de vous faire une phrase qui est correcte d'un point de vue grammatical, mais sur laquelle vous ne comprendrez pas un tiers des mots facilement. Oui, non, c'est sûr. Ou alors on pense les comprendre, mais c'est pareil. Oui. Lorsqu'on vous offre un repas ici, ça veut dire qu'on paye. Donc quand un client vous offre un repas, ça veut dire que c'est à vous de payer. Donc par contre, en France, quand on vous offre un repas, on vous l'offre, vous ne payez pas. Donc c'est des petites nuances. Bah oui, mais c'est la culture, et puis c'est comme ce sont des nuances culturelles qui sont très traîtres. En fait, lorsque les Français vont à Toronto ou dans d'autres provinces qui sont beaucoup plus anglophones, à mon avis, ils s'attendent beaucoup plus à des différences. À des différences, puisque déjà il y a la différence de la langue, et l'intégration doit être, je pense, meilleure à cause de ça. Wow. Par contre, maintenant, une fois que les gens se renseignent aussi, savent, lisent, écoutent, etc. Donc à partir de, surtout en ce moment, c'est très facile à partir du moment où on a le bon visa, qu'on est dans le marché du travail, donc employable ici, sur certains métiers, parce qu'il y a des métiers qui sont complètement différents, mais sur un métier classique, dirais-je, on trouve du travail très rapidement. Et ensuite, le premier travail est jamais un travail, c'est ce qu'on appelle le travail c'est le travail pour découvrir le marché de l'emploi au Québec. Donc généralement, on est sous-payé, il faut que ça dure 6 mois, 1 an maximum. Après, on retrouve un travail à son niveau, sur son statut, etc. Donc si on a bien pris tout en compte, c'est facile. Mais si on arrive sans se renseigner un minimum, sans savoir ce qu'on va faire, ça peut être très compliqué et il y a beaucoup de retours. Alors, parle-nous, s'il te plaît, Virginie, des différents types de visas, du coup, parce que imagine que je me dise, je veux aller au Canada, je veux aller vivre au Canada. Eh bien, quelles sont les avenues qui s'offrent à moi? Est-ce que je prends un billet? Est-ce que j'ai un... Vas-y, voilà, Thierry. Donc, juste pour information, je viens d'afficher le slide, le premier slide de Virginie, justement à ce sujet-là. Alors, le premier slide, en fait, c'est un des exemples des visas temporaires qu'on peut trouver. Donc, c'est une famille qui arrive et donc, ici, c'est l'homme et ça peut être la femme, a un visa de travail fermé, c'est-à-dire a été embauché par une entreprise directement ici ou c'est une entreprise française qui a une filiale ici qui l'embauche également ici. Donc, les deux cas sont possibles. Donc, il faut que le conjoint ou la conjointe fasse attention au visa qu'on va lui proposer, parce qu'elle peut avoir, ou il peut avoir un visa de travail ouvert qui lui permet de faire beaucoup de choses, ou un visa complètement fermé qui le bloque complètement et elle ou il ne pourra rien faire, ni travailler, ni prendre des études, ni déclarer des impôts, donc avoir des crédits d'impôt pour son conjoint, etc. Donc il faut faire déjà les cas à chaque cas est particulier. Donc ça c'est un bon exemple. Et ensuite si la famille a des enfants. Oui, excuse-moi une question. Mais comment ça peut arriver qu'on fasse un visa pour le conjoint qui l'empêche de travailler ou de faire quoi que ce soit? C'est une négligence? C'est une méconnaissance? C'est une méconnaissance complète parce que généralement ce qui se passe c'est qu'on va dire au service paye qui est pas du tout ou RH qui est pas du tout habitué à faire ça, bon monsieur machin arrive avec son épouse ou madame machin arrive avec son époux et vas-y fais les visas. En fait c'est très compliqué, donc on donne ça à quelqu'un qui n'est pas spécialisé. Et donc les entreprises font demande à droite, etc. Elles font n'importe quoi parce que c'est un manque de connaissances des entreprises locales de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et donc, du coup, cela bloque les expatriés qui arrivent. Cela peut bloquer les expatriés. Donc, toi, ce que tu recommanderais, c'est toujours d'essayer peut-être de voir avec un... Comment? De s'informer sur quel visa va avoir le conjoint, de s'informer en France pour savoir et pareil pour les enfants. Souvent, ces personnes arrivent, donc ces expatriés arrivent avec des adolescents.
première terminale, ils les inscrivent à l'école française, les écoles françaises ici, qui en réalité ne sont pas des écoles françaises, mais sont des écoles canadiennes, ils sont des mixtes en fait. Et première terminale, très bien. Les enfants arrivent, ah ben non, vous n'avez pas de visa étudiant, vous pouvez pas étudier. Donc certains enfants ont perdu plus d'un an d'études parce que ici on est étudiant à partir de la première et non pas à partir de l'université. Donc ce sont tous donc ça c'est un cas très classique et un cas qui montre qu'il faut se renseigner même lorsqu'on est expatrié, même lorsque c'est une entreprise qui vous offre un travail, il faut absolument se renseigner. En plus, on a l'information. C'est en français, il suffit de regarder les forums, faire Google Canada, il y a plein de forums, plein d'informations. C'est pas un manque d'informations, les informations sont là, mais il faut absolument que les personnes regardent ce qu'on leur offre, ce qu'on leur propose et leur cas particulier. Et il y a aussi beaucoup maintenant d'agences qui se sont montées de relocalisation, de tout ce que vous voulez et qui permettent d'avoir ces informations-là. Ah, c'est sûr qu'il faut payer. Mais je dirais qu'il vaut peut-être mieux des fois payer à l'avance, même en dehors de l'entreprise, et avoir les bons visas, les bonnes informations, qu'après se retrouver coincé et devoir repartir au bout d'1 an, 2 ans. D'accord. Alors, et du coup, quels sont les types de visas? Alors, les types de visas, on va passer à la slide 2. Ouais. Oui, voilà. Parce que là, j'ai parlé du premier visa qui est le permis de travail fermé, donc lorsqu'on a un travail en entreprise. Alors, il faut savoir que sur ce permis de travail fermé, on est obligé de rester dans l'entreprise pendant 18 mois. Donc, c'est 18 mois ou 3 ans, enfin pendant le temps du travail. Sinon, si on quitte l'entreprise, on peut rester sur le territoire sans travailler. Et si l'entreprise nous quitte, ce qui arrive, on peut rester sur le territoire sans travailler. Bon, si le conjoint n'a pas de salaire, que l'expatrié perd son salaire, ça devient un peu difficile. Alors, certains y arrivent. En recherchant un autre visa fermé ici sur place, notamment les informaticiens, ceux qui ont des spécialités très en demande. Maintenant, sans spécialité en demande, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est le premier type de visa. Avec pour le conjoint donc la possibilité d'avoir un visa ouvert, ce qui lui permet de monter une entreprise, de travailler, de faire beaucoup de choses en fait. Le deuxième visa est un visa d'investisseur. Ça, ce sont des visas qui sont où il y en a très peu par année d'offerts et qui, le principe est d'avoir un montant minimal de dollars, de l'investir au Canada dans une entreprise et d'ouvrir cette entreprise. Pardon ? Combien, Virginie ? À minimum 150 000. J'ai pas les chiffres, mais ça dépend. C'est dollars. Oui. Dollars canadiens. Alors, le dollar canadien est à 1,40 du dollar, 1,40, 1,50 du dollar américain, pour avoir une idée. Et donc, en fait, il faut donc monter son entreprise et souvent embaucher une personne non locale. Donc, le visa d'investisseur, non seulement il faut monter son dossier. Quand tu dis une personne en local, c'est quelqu'un qui a un passeport canadien. Non, oui, c'est un Canadien. Oui, tout à fait. Tu ne peux pas embaucher, par exemple, imaginons, tu viens avec ton conjoint. Ton conjoint a un visa, tu peux pas embaucher ton conjoint. Non, mais tu peux embaucher. Alors, quand on dit un Canadien, les résidents permanents sont assimilés à des Canadiens. D'accord. Donc, là, c'est la dernière partie en fait. Ouais, ok. Donc ça, c'est le visa d'investisseur, mais il faut vraiment regarder les programmes province par province et voir si donc voilà. Mais c'est une possibilité, il y en a. Oui. Mais quand tu dis qu'ils sont limités, pourquoi ils sont limités ? Ce sont les provinces qui les limitent, ce sont des quotas. Parce que c'est une question c'est bassement politique. C'est une politique. Ouais. D'accord. Donc ça veut dire. Est-ce que ça veut dire par exemple que, imaginons, ils ont décidé dans une province, au hasard le Saskatchewan parce que y a rien là-bas, ils ont décidé de ne donner que 5000 visas dans l'année. Je suis le 5001e, j'ai une méga idée et j'apporte 200 millions de dollars, c'est pas la peine. Voilà, c'est ça. D'accord. Le Canada est très 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 strict. Il y a une règle, on l'applique. Tu es en dehors de la règle, tu. T'es en dehors. Point. Voilà. Il n'y a pas de. D'accord. Il n'y a pas de mouvance là-dessus. Okay. Donc après, il y a le programme vacances-travail pour les Français et les Belges, les Australiens, enfin un certain nombre de pays. Donc ce sont des jeunes, des personnes de moins de 35 ans
qui demandent à venir une année ou deux ici. Donc, ceux qui peuvent travailler ou faire le tour du Canada, enfin faire ce qu'ils veulent. Au début, il y en avait très peu. Maintenant, il y a une telle demande que c'est sur liste d'attente et sur dossier depuis l'année dernière. Donc c'est pareil, c'est pas du tout gagné. Et il y en a combien à peu près? Tu as un ordre d'idée? Non. 5000, je crois, 5000, 8000 par an, quelque chose comme ça. D'accord. Au niveau du Québec ou au niveau du Canada? Au niveau du Québec. D'accord, ok. Il y a différentes... il faut regarder à chaque fois province par province. En fait, ce sont des pays, dans un grand pays, vous avez des petits pays. Il faut toujours regarder la législation fédérale, puis la législation de la province. D'accord. Qui est plus ou moins différente de la législation fédérale. D'accord. Et à propos donc des gens qui travaillent en PVT, une petite information pour nos amis qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est que ces gens-là, on les appelle des PVTistes. Oui. P, accent aigu, V, et ainsi de suite. Et sur les forums, vous trouverez souvent comme ça marqué PVTiste ou des groupes dits PVTistes. Si vous cherchez sur Facebook, et c'est un mot-clé qui vous permettra de repérer directement en fait les gens qui sont intéressés par le programme Vacances-Travail. Voilà. C'est une bonne astuce, ça, Thierry. Merci. Ce sont des gens qui sont très bien informés. Et de mon expérience, les PVTistes, effectivement, savent qu'il y a des différences de vocabulaire, les forums sont très actifs et a priori très bien donnent une excellente information. Voilà, donc les gens savent à quoi s'attendre en arrivant. D'accord. Ce qui fait un peu plaisir quand on les rencontre parce que ils nous racontent pas n'importe quoi. Ouais. Pourquoi et vous on n'a pas besoin de refaire le monde, quoi. Voilà, mais parce qu'à Montréal, vous avez Montréal, vous avez aussi des gens qui arrivent les mains dans les poches en pensant que ils vont devenir milliardaires dans quelques jours. Je sais pas trop, mais c'est terrible. C'est les légendes où les gens pensent que tous les pays se ressemblent, les pays sont complètement différents. Enfin bon, il y a vraiment des choses qu'on entend qui sont des fois, enfin, faut rester assis et écouter poliment. Mais il y a des gens qui sont tellement déphasés par rapport à la réalité qu'on se pose des questions. Mais j'imagine qu'à Dubaï, ça doit être pareil. Vous devez rencontrer. Ouais. Ouais, plutôt. Oui, mais je tenais à te le faire préciser parce que on a tous des sources d'informations francophones ou françaises en tout cas, genre M6, dont le fameux reportage, il a fait fortune dans, et puis là vous mettre le pays de votre choix, et où on ne raconte que des success stories, et ça commence toujours grosso modo par il descend de l'avion, il est juste avec un maillot de bain et un billet de 5$, et 2 ans plus tard il est milliardaire, et voilà, ça arrive pas à tout le monde. Non. Généralement, non. Généralement, ceux qui fonctionnent bien, ce sont des gens qui arrivent avec des métiers en forte demande, qui sont déjà des métiers notamment informatiques, parce qu'il y a tous les jeux vidéo ici, et Ubisoft, etc. Donc il y a vraiment, eux, effectivement, ces personnes-là arrivent en expatrié, donc premier slide, en permis de travail fermé ou même directement comme ça. Et eux, effectivement, ont des bons salaires, ça se passe bien. Ça se vite, quoi, ouais. Mais alors, on demande par rapport à l'économie locale, tout simplement. Ouais, c'est sûr. En fait, c'est s'aligner aux demandes du marché. Oui, donc, complètement. Ouais, c'est ça, en fait. C'est pas y aller en espérant que c'est comme la France, on parle français, donc je vais m'en sortir. C'est plutôt vraiment presque faire une étude de marché en disant le marché de l'emploi, qu'est-ce qui recrute pas, quoi. Oui, on peut. Oui. On finit sur les visas ou on passe justement sur la scène? Oui, vas-y, c'est bon. Voilà. Donc sur les visas, donc permis des PVTistes. Ensuite, il y a des permis d'études. Donc à partir de la première, sinon il y a des personnes qui veulent étudier à l'université, donc font leur demande et après demandent des permis d'études. Il y a également, j'ai déjà vu des couples, parce qu'ici on étudie jusqu'à n'importe quel âge à l'université, tout est fait pour à la fois les étudiants classiques, mais aussi pour les personnes qui travaillent. Pour la reconversion professionnelle.
pour la reconversion, le suivi professionnel, la formation professionnelle. C'est pour ça que j'ai pu finalement allier travail en entreprise, reprise d'études ou continuité d'études pour l'expertise comptable et puis m'occuper de la famille. Parce que tout est organisé pour. Alors qu'en région parisienne, c'était pas possible. Donc, vous trouvez des gens qui ont une quarantaine d'années, 50 ans, qui s'inscrivent à l'université, qui font venir leur famille. Là, par contre, le gros problème, c'est qu'ils n'ont pas la sécurité sociale, puisqu'ici, à partir du moment où on a la sécurité sociale locale, la RAMQ, les soins sont gratuits, encore faut-il l'avoir. Certains permis de visa ne le permettent pas. Donc, ça devient tout de suite problématique au niveau des soins, etc., etc. Donc, les permis d'études, c'est vraiment, moi, je les recommande pour les étudiants, pas pour les gens qui veulent. Certaines personnes l'utilisent comme un biais, comme un visa pour s'installer. Mais en fait, en réalité, ça devient compliqué tout de suite. D'accord. Donc c'est ça aussi. Il y a plein de types de visas et il faut vraiment prendre le visa adéquat avec sa situation. Quand on arrive avec des enfants en bas âge, j'ai déjà vu en tant qu'étudiant, il n'y a rien. Les enfants en bas âge sont touristes et puis s'ils vont chez le médecin, ils payent $3 000. Donc, parce que ce sont des touristes. Mais non, pardon Virginie, ça veut dire qu'on a 4 types de visas. Oui. D'accord. Des visas temporaires. Temporaires. Ça veut dire à l'arrivée, quoi. Ça veut dire que au bout d'1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 6 ans, vous repartez. Voilà. On est obligé de repartir ou est-ce qu'on peut le convertir vers un visa résident? On peut le convertir vers un visa de résidence permanente qui est l'entrée pour la citoyenneté, mais à condition d'avoir les caractéristiques pour avoir le visa de résidence permanente. Donc, à condition, c'est un système de points. On est une famille, on rentre nos points. Donc, le mari ou le conjoint a fait telle étude, il travaille dans tel domaine, etc., etc. Les enfants ont tel âge, ou on est tout seul. Enfin, il y a des critères de résidence permanente pour être accepté. Ce sont des critères d'âge, ce sont des critères aussi de santé. Il y a une visite médicale. Donc la visite médicale, vous la passez ou vous la passez pas. Si vous la passez pas, vous ne pouvez pas avoir la résidence permanente. C'est aussi pour ça que certaines personnes prennent des visas en espérant derrière avoir la résidence permanente. Mais la résidence permanente, en fait, on peut soit la demander de son pays. Ça dure, nous on l'a eu en moins d'1 an. Mais il y a 10 ans, aujourd'hui pour un Français, je crois, en France, ça doit être 2 ans. Au Maghreb, c'est à peu près 5 à 7 ans. Mais c'est vrai que les gens préfèrent, comme nous c'était notre choix, arriver vraiment avec des papiers sûrs et certains, ne pas avoir de soucis de visa, de soucis d'être temporaire finalement, et pouvoir s'installer tranquillement, faire le métier qu'on voulait, parce qu'en fait la résidence permanente permet 5 ans après 5 à 6 ans après, 5 ans jour pour jour en fait, d'avoir la citoyenneté si on quitte pas le territoire. Et la citoyenneté est une formalité par rapport à la résidence permanente. Donc, les personnes qui sont en visa temporaire, certaines qui veulent rester, ça leur plaît, donc elles tentent la résidence permanente derrière, effectivement. Dans ce cas-là, ils sont plus liés à leur employeur, ils font ce qu'ils veulent, etc. Sauf qu'ils peuvent pas voter, mais c'est à peu près tout. D'accord. Et par contre, la résidence permanente se renouvelle tous les 5 ans. Donc, il faut quand même être sur le territoire 3 ans sur 5 pour la conserver. Mais 3 ans sur 5, d'accord. 3 ans sur 5 pour la conserver. Pardon, Virginie. Oui. Virginie, ce que tu as fait, toi, c'est que tu as candidaté pour la résidence permanente depuis la France. Oui. Mais sans travail, comment ça se passe? Parce que sans travail, c'est possible depuis 89. Depuis 99 ou 97, je crois. D'accord. Oui, tout à fait, complètement. On n'a pas besoin d'avoir un travail pour la résidence permanente. Mais on ça a coûte besoin de l'argent. Ça coûte de l'argent, c'est variable, ça doit coûter $1000 pour l'inscription, ces choses-là. Mais ça reste, oui, ça coûte, ça sont des frais qui sont quand même raisonnables par rapport à un déménagement. Je veux dire, c'est pas ce qui coûte cher. C'est pas le fait de demander la résidence permanente. Donc il faut la demander pour tous, pour toute la famille. Il y a un requérant principal, qui est celui finalement sur lequel l'étude va être basée, c'est-à-dire par rapport à ses études, son employabilité, le fait de parler français et anglais, etc. Donc certains critères. Et après, l'épouse ou l'époux, ça dépend, est requérant secondaire. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas un minimum de secondaire 5, donc qui n'a pas qui n'a pas fini sa seconde en France, a aucune chance d'avoir sa résidence secondaire. Et généralement, c'est au minimum au bac.
D'accord. Donc, mais quand même, ils prennent assez bas. Pardon. Après, ça dépend des métiers. Ça dépend des métiers, etc. Donc, c'est un dossier qui est assez complet à faire. Et il y a différentes étapes, dont l'étape médicale, qui peut être bloquante pour certains. Après, c'est pas parce que quelqu'un qui a des soucis médicaux, mais qui se fait soigner correctement, etc., sur certaines pathologies, ça passe très bien. Après, ça dépend des pathologies. Ça, c'est dans les règles. Hein. On est dans les pathologies. Soit on n'a aucune pathologie, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Soit on a une pathologie, mais qui est parfaitement acceptée. D'autres ne le sont pas. Après, c'est parce que voilà, c'est comme ça. Donc, c'est les règles du pays. Il faut juste les connaître, quoi. Voilà. Être dedans ou pas. Donc après, effectivement. Ouais. D'accord. Et parle-nous un petit peu du marché du travail, justement, parce que c'est là où je pense que ton expérience va être, enfin, au moins ton vécu, ton opinion. Tu as dû voir beaucoup de Français dans ton réseau qui sont arrivés, peut-être qui sont repartis bredouille, je ne sais pas. Est-ce que c'est une question? Alors, c'est moins vrai, c'était plus vrai jusqu'en de 2007 à 2010, où effectivement, c'est ce que le taux de chômage était à 8 au Québec. Hein, là, je parle du Québec, puisque c'est plus j'ai toujours vécu à Montréal. Donc, le taux de chômage était à 8-9%, donc c'était compliqué. Pour trouver du travail et pour en vivre, etc., ça peut être un frais, effectivement. Depuis, je dirais, 2011, c'est beaucoup plus facile. Les gens finissent... Alors, ici, vous avez un salaire minimum à $11 de l'heure. Les salaires sont, des fois, donc le premier travail, ça peut être du $13 de l'heure, ok. Et puis après, le deuxième travail, ça va être $30 de l'heure. Mais effectivement, il y a à un moment donné, il faut prouver aux employeurs qu'on a travaillé ici, qu'on connaît un peu le marché. Il y a eu aussi, moi ça fonctionne beaucoup par référence ce travail ici, c'est-à-dire que 30% c'est votre CV, 30% l'entretien et 30% la référence. Bon, j'oublie un 10%, ça va être l'affinité, disons, avec les personnes que vous rencontrez. 30% de référence, c'est-à-dire que moi j'ai eu le cas, j'étais trésorière d'association, j'ai toujours été trésorière d'association, j'ai toujours fait une partie bénévolat, parce qu'ici c'est très important dans le monde anglo-saxon d'avoir un engagement de bénévole. Donc ça fait toujours bien sur son CV, c'est toujours important, c'est aussi un moyen de connaître des gens, de réseauter, etc. Et notamment, il y a 2-3 ans, j'ai eu deux comptables, donc épouses d'expatriés, qui m'ont contacté par l'intermédiaire de l'association et qui m'ont demandé comment on fait pour trouver un boulot, etc. Et moi, j'étais prise par mon boulot, par les études, etc. Et l'association, je ne pouvais plus m'en occuper. Je dis, pas de problème, je vous explique tout, vous me faites la comptabilité et après, je vous réfère. Et ça a marché, elles ont trouvé toutes les deux super postes 6 mois après. Et une dans un cabinet comptable et l'autre dans un para-hôpital, enfin dans un organisme para-hôpital. Et à chaque fois, évidemment, les entreprises m'ont appelé, je leur ai fait de bonnes références. Je sais maintenant comment répondre correctement. Ok, alors là, Virginie, tu viens de dire quelque chose. Tu as dit quelque chose d'intéressant que je voulais qu'on souligne pour les gens qui nous regardent. C'est le monde anglo-saxon. D'après donc on en a discuté en préparant l'émission, Montréal, un des problèmes des Français au Québec, c'est d'abord cette identité de la langue qui n'est pas totalement identique, et puis aussi c'est que mentalement c'est un monde anglo-saxon, donc il y a des processus intellectuels qui sont pas les mêmes qu'en France, oui. Et ça parfois. C'est un mix même. Comment ? C'est un mixte anglo-saxon et latin. Donc c'est un peu compliqué à comprendre, à sentir quand on arrive. D'accord. Donc la culture est vraiment quelque chose de très particulier. Et d'autant plus qu'au Québec, c'est un petit pays, enfin c'est pas un pays, mais c'est une petite province française, francophone, dans un univers parfaitement anglophone, parce qu'autour de nous, maintenant dans le Maine, aux États-Unis, certaines personnes commencent à reparler français parce qu'on les a empêchés de parler français. Il y a toute une culture. Il faut savoir que pendant 200 ans, les gens qui parlaient français, qui venaient de France, en fait, ont été empêchés de parler leur langue.
Donc, autant par exemple, les catholiques français qui étaient avec des catholiques irlandais ne pouvaient pas parler français, puisque sinon ils étaient excommuniés, parce que c'était dans une partie où c'était les catholiques irlandais qui tenaient finalement les églises. Donc, il y a tout un tas de brimades comme ça. Donc, du coup, quand je dis brimade, c'est même plus que ça. Donc, du coup, il y a une opposition très forte entre les anglophones, les francophones, mais il y a aussi une assimilation très forte du langage entre les Anglais et les Français. D'accord. Donc ça donne un mix très particulier et c'est un monde à part. C'est un monde complètement à part, comme n'importe quel, comme Dubaï est un monde à part, comme on n'arrive pas dans un autre pays en se disant c'est le même monde. Non, ça n'a rien à voir à chaque fois. Je pense que, Virginie, le stéréotype qui revient souvent du Canada, c'est que ils parlent français, quoi. D'accord? Et que du coup, ça va être plus facile. Il y a une espèce d'attente presque mentale. C'est vrai en Ontario, par exemple, parce que le fait de parler français en Ontario, et comme la communauté francophone est très petite, en fait, et très peu nombreuse, ça intéresse effectivement les gens de parler français. Et ça l'est beaucoup moins au Québec, puisqu'au Québec, il y a un problème de compréhension entre le français local et le français qui s'exporte, en fait. Le français, les personnes qui parlent français, qui viennent d'autres pays. Et d'ailleurs, on ne parle pas français, on est francophone. C'est une nuance de langage, c'est-à-dire dans francophone, il y a différents types de français, en fait. Ouais, d'accord. Et du coup, si c'était on me demande souvent au bout de 10 ans, alors ce que t'en penses, etc. Toi, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais? Tu partirais pas, etc. Je dis, moi, si c'était à refaire, je suivrais ma première idée, qui était vraiment l'idée de départ qu'on avait, c'était d'aller à Toronto. Ouais, pourquoi? Donc, parce que ça a été plus difficile pour nous de s'intégrer à l'antagonisme du français. Et notamment au niveau travail, je pense qu'à Toronto, ça aurait été plus facile. Intéressant ça. Ouais. Intéressant, alors que c'est vrai que le réflexe, ce serait plutôt de dire, là où on parle ma langue, ce sera toujours mieux, que ce sera toujours plus facile. Et toi, tu dis non. Non, nous, pour notre cas personnel, si c'est à refaire, on ira à Toronto. Ceci dit, mais ça ne veut pas dire qu'on serait pas parti. Ça ne veut pas dire qu'on serait en France. Donc, mais si c'était à refaire, parce que Toronto est quand même à une vie similaire, c'est quand même une ville similaire à Montréal quand même quelque part. D'accord. Mais bon, voilà, maintenant on est à Montréal, c'est quand même une ville qui est extraordinaire, donc on est aussi satisfait d'être ici. Ça marche. Mais justement, pardon. Parler différents langages. D'accord. Est-ce que je voulais te demander aussi, c'est au Canada. Est-ce que... Vas-y, on a oublié quelque chose par rapport... Non, je disais, au niveau des slides, là, parce qu'on a parlé de la résidence permanente et de la citoyenneté, il y aurait le 3e slide, en fait, parce qu'on est en train de parler dessus, en réalité. Ouais, d'accord, je le suivais. Voilà, donc, parce que c'est les différents petits points, là, on parlait du piège de la langue, du boulot, donc... Voilà, c'était juste ça, excuse-moi. Non, mais je le suivais. Non, t'inquiète pas, Virginie, je le suivais, moi. Je le suivais, et du coup, comme je voyais qu'on avait fait le tour de la 3e slide, je me suis dit, est-ce qu'on peut aborder le sujet de monter une société au Canada? Est-ce que c'est quelque chose déjà qui se fait facilement, ou est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors, en fait, à partir du moment où on a les bons visas, donc visa ouvert, PVTiste, résident permanent, grosso modo. Pardon, Virginie, tu sais, il y a un truc, je suis peut-être bête, mais un truc que j'ai pas compris, c'est quand tu dis visa fermé. Alors, quand tu dis visa fermé, ça veut dire que tu travailles pour ton employeur et que si tu n'as plus cet employeur, tu n'as plus de visa, c'est ça que ça veut dire? Exactement. Tu as ton visa, tu peux toujours rester sur le territoire jusqu'à la limite de ton visa, mais tu n'as plus le droit de travailler. Ça y est. Sauf à te retrouver un autre employeur qui te refait un visa fermé. Donc c'est un peu compliqué. Ouais. D'accord. Ouais. En fait, ce visa fermé a,
est étrange pour nous qui vivons à Dubaï, où le visa est directement dépendant du travail. C'est-à-dire tu perds ton travail, tu perds ton visa. Alors que nous, il est fermé automatiquement. Ouais. Donc, il est fermé, mais nous, il est fermé que dans certains cas. Donc, c'est le cas classique des expatriés qui ont... Parce que c'est le visa le plus facile à obtenir. Donc, vous avez, je ne sais pas trop quelle entreprise qui veut un expatrié ici, ils font un visa fermé. D'accord. C'est un classique. Mais c'est pas forcément le plus... D'accord. Et ça bloque un petit peu les travailleurs dans le sens où il sait très bien que s'il démissionne, qu'il n'aime pas son employeur, c'est un petit peu une... J'ai pas envie d'utiliser le mot prise d'otage, mais est-ce qu'il n'y a pas des employeurs qui en profitent? Complètement. Puis il y a aussi des employeurs qui virent sans aucun état d'âme. Donc les personnes se retrouvent ici, bêtement, avec leur famille installée et puis sans emploi. Donc soit ils repartent, soit c'est ça. Donc ça donne des problématiques. Mais enfin, ceci étant dit, ça se passe bien pour beaucoup de gens. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont à visa fermé, ça se passe très bien. Beaucoup aussi, à mon grand étonnement, cherchent derrière une résidence permanente et après la citoyenneté. Mais ça a été un tournant dans les années 2009-2010. Avant 2010, je dirais que les personnes qui étaient expatriées type visa fermé, arrivaient, restaient 3 ans, 5 ans et puis repartaient. Maximum 5 ans pour des raisons fiscales. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais généralement maximum 5 ans pour des raisons fiscales. Et depuis 2010, discrètement, les personnes se trouvent que c'est mieux pour les enfants, que c'est plus calme, que la vie est sympa, que je ne sais pas trop quelles caractéristiques par rapport à la France ou par rapport à d'autres pays. Donc discrètement, demandent leur résidence permanente et quittent leur boulot. Et c'est comme ça que j'ai aussi eu des clients parce que il y a des problématiques fiscales derrière qui s'ajoutent. D'accord. C'est comme ça que je connais ces cas-là en fait. Moi, c'est pas effectivement les problématiques fiscales qui sont assez lourdes ici. Donc, donc on allait venir pour en revenir à la création d'entreprises au Canada. Donc, alors, j'ai juste t'interrompre. Si, c'est le début de l'hiver, donc excusez-moi. Merci. Nous aussi, en plus, mais c'est pas la même chose du tout. Voilà. Nous, on est passé à 33 degrés parce que c'est l'hiver. Ouais, non. Alors, pour créer une entreprise au Canada, donc à partir du moment où on n'est pas en visa fermé, où on a un visa ouvert, ou un PVT, ou une résidence permanente, on est auto-entrepreneur, de fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Donc ce qu'on appelle en France auto-entrepreneur, c'est ici travailleur autonome. Donc par exemple, je suis salarié, mais mon cas classique, je suis salarié comptable, mais je fais des impôts par ailleurs. Je facture en tant que travailleur autonome, j'ai rien à demander, rien à prouver, etc. J'ai un gamin qui va faire la pelouse des voisins, il est payé, il est travailleur autonome. J'ai un client qui est déménageur et qui paye ses gamins, enfin des jeunes pour l'aider. Il les paye $1000, etc. Ils sont travailleurs autonomes. De son côté, l'employeur. Alors quand c'est un autre privé qui emploie, il n'y a rien. Mais quand c'est un employeur, il y a beaucoup d'employeurs qui emploient des travailleurs autonomes. Et à ce moment-là, eux font une déclaration aux accidents, donc à la médecine du travail, donc la CSST qui est l'équivalent de l'accident du travail. Enfin la médecine du travail, ouais. La médecine du travail, voilà, pour être couvert en cas de problème. Donc c'est parfaitement légal. Mais vous avez donc beaucoup d'entreprises qui recrutent, ou des entreprises, ou des particuliers. Donc vous pouvez être consultant, tout ce que vous voulez. Mais ça peut être $500 sur l'année. Mais c'est parfaitement possible, parfaitement légal. Donc il n'y a strictement rien à faire. Ce qu'il faut, c'est avoir son NAS, donc son numéro d'identifiant. En Amérique du Nord, on a tous un numéro d'identifiant. Comme le numéro de sécu en France ? Non, c'est pas le numéro de sécurité sociale, parce qu'on a aussi un numéro de sécurité sociale qui est lié à la santé, qui est lié à la RAMQ. On a 2 numéros en fait. On a un numéro pour les soins de santé et on a ce qu'on appelle un NAS. Je dis dans tous les films américains, quand on cherche l'ID de la personne qui a disparu, c'est ça en fait, c'est le fameux numéro à 9 chiffres qu'il faut absolument pas se le faire voler, etc. Donc c'est notre numéro d'identifiant qui permet de travailler, de vivre, d'avoir de la retraite, d'avoir un compte en banque, etc. Donc à partir du moment où les gens sont et d'être officiels en fait, de pas être clandestin. De pas être clandestin, merci Thierry. Donc à partir du moment où on a ce NAS, on a parfaitement le droit d'offrir ses services et on n'a rien à déclarer.
À la fin de l'année, il va falloir déclarer, par contre, effectivement, ce qu'on a gagné au niveau des impôts. C'est fait pour, il y a la case pour, aucun problème. C'est ça. On peut être salarié et puis être consultant, on peut être juste consultant ou n'importe quoi sur n'importe quel métier. Après, le frein, ça va être au niveau du métier, des ordres. Par exemple, si vous êtes électricien, vous êtes obligé d'être à l'ordre des électriciens et d'avoir les licences voulues. Ouais. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est si vous êtes médecin, vous pouvez être travailleur autonome médecin, mais il faut être reconnu par l'ordre des médecins. Oui, donc, alors justement, une chose qu'on a peut-être un peu sauté sur le précédent slide, c'est la reconnaissance des diplômes. Oui. Alors, elle n'est pas obligatoire parce que ça. Mais après, elle est fortement recommandée et elle peut être obligatoire parce qu'elle peut être demandée par les ordres. Parce que si vous rentrez dans une banque et que vous avez l'équivalent d'une école de commerce, enfin, vous avez une école de commerce en France, vous avez suivant la salariale, si vous avez fait reconnaître votre diplôme, suivant la grille salariale, vous serez nettement mieux payé que quelqu'un qui n'a pas fait reconnaître son diplôme. D'accord. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a des... Mais c'est pas une obligation. C'est absolument pas une... Mais alors ça coûte cher, c'est vrai, mais ça peut être utile et d'autant plus qu'on peut vous le demander au hasard de votre vie professionnelle parce qu'ici, vous avez des personnes qui sont et salariés et travailleurs autonomes, qui ont leur entreprise, qui font des tas de choses. Donc, au hasard de votre vie professionnelle et personnelle, ou si vous voulez reprendre des études, par exemple, il y a un truc qui vous intéresse, vous pouvez en avoir besoin, et tout de suite, maintenant. Et il faut 3 mois pour la reconnaissance des diplômes. Donc, et ça coûte combien ? Ça, je pourrais... Quelques centaines de dollars, mais c'est pas... Quelques centaines, d'accord. D'accord. Et ça met quelques mois, d'accord. Et une question, Virginie. Est-ce qu'il y a un délai limite pour faire reconnaître ces diplômes ? Non. D'accord, c'est-à-dire que, par exemple... enfin non pas moi parce que je supporte pas le froid, mais quelqu'un arrive à Montréal, il vit pendant 4-5 ans, ne fait pas reconnaître ses diplômes, il a besoin de faire reconnaître son diplôme, il y a pas un délai qui ferait que non, vous arrivez, ça fait 5 ans que vous auriez dû le faire, Non, absolument pas. Même, ça peut être plus rapide. Alors c'est pareil, moi, il y a 10 ans, ça a pris même pas un mois pour la reconnaissance des diplômes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus long, sauf si une entreprise passe par là et dit et commence et demande à l'organisme directement qui est concerné en disant nous on en a besoin, c'est une priorité. Donc non, il n'y a pas de souci par là. Il n'y a pas de souci. C'est juste que le moment venu, c'est utile, quoi. Comme un diplôme est utile de toute manière. Ouais. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont pas reconnues, des études ou des diplômes qui sont pas reconnus au Canada? Alors, ça dépend du pays d'où on vient. Donc, c'est compliqué. Donc, par pays, il y a des diplômes. Par pays, chaque diplôme est reconnu. Donc, il faut qu'il y ait des demandes, etc. Tous les diplômes en France sont à peu près reconnus. Après, ça dépend des pays. C'est une étude, justement. Si le diplôme n'est pas connu, parce qu'il y a reconnu et connu. Donc, il faut qu'il soit connu, que votre diplôme que le diplôme de la personne soit connu des services pour qu'il soit reconnu. Parce que sinon, donc s'il n'est pas connu, il faut faire tous les plans de cours, etc., etc. Donc, il faut donner les plans de cours, les notes, tout. Si c'est pas en français, il faut le faire traduire en français ou en anglais. Donc, il y a tout un tas ça dépend d'où on vient. Mais bon, a priori, tout le monde peut se faire reconnaître ses diplômes. D'accord, d'accord. Il y a juste plus ou moins beaucoup de travail, en fait. Voilà, il y a plus ou moins de travail, donc le délai va être plus ou moins long. Si vous avez des diplômes que les agents ici ne connaissent pas, ils vont aller chercher. Ils vont aller chercher pour voir si vous pouvez avoir une équivalence. Ça, il n'y a aucun problème. Ici, il y a l'administration, elle n'hésite pas à vous poser une question et on vous revient plus tard avec la réponse. D'accord. Il y a vraiment une aide, un service de l'administration. Mais par contre, une fois qu'il y a la réponse, alors vous pouvez argumenter, mais si vous avez tout donné et que la réponse est oui ou non, la réponse est oui ou non. Une fois que l'administration a posé sa réponse, elle est posée. D'accord. Et par contre, vous pouvez argumenter, donner des informations, mais à partir du moment où vous n'avez plus d'informations à donner et que la réponse est donnée, elle est donnée. D'accord. Donc des fois, ça se fait. Donc là, on a parlé de travail autonome. Oui.
Alors ensuite, travailleur autonome, c'est sous son propre nom. Donc si on a envie d'avoir un petit nom commercial, là on peut déposer, ça coûte $30, on dépose auprès du registraire des entreprises, donc ici au Québec, et sinon chaque province en a un registraire. On dépose son nom, et donc là on va payer $30 par an pour avoir un petit nom en tant que travailleur autonome. Là, il faut que... Bon, après, ça dépend, les jardins compagnie, peu importe ce que vous voulez faire. Ensuite, il y a aussi la possibilité d'être en société de personnes. C'est-à-dire que ce sont plusieurs travailleurs autonomes qui se regroupent, qui sont soit du même métier, oui. Donc ça fait une synergie en fait, soit de métiers différents, donc il y a plusieurs types de sociétés de personnes, donc ça fait une synergie au niveau des charges, etc. À la fin de l'année, il y a trois travailleurs autonomes qui ont fait une société de personnes. S'il n'y a pas eu d'indication contre, on fait un tiers, et chacun prend un tiers des charges et produits, donc du bénéfice. Oui. Alors là, quand tu parles de charges, Virginie, tu parles d'un point de vue comptable, c'est-à-dire que tu parles pas de charges, comme on dirait des charges sociales en France, mais tu parles en fait des charges de fonctionnement ou d'établissement. Oui, des charges de fonctionnement et d'établissement. Ça va être payer le bureau, payer l'accès Internet, le téléphone, des choses comme ça. La photocopieuse. Le site, des choses qui peuvent coûter cher, notamment, exactement, oui, quand on s'embarque, quand on commence à faire un site, quand on commence à avoir du matériel, etc. Donc, effectivement, ce sont les charges. Après, comme ce sont des travailleurs autonomes, donc parlons des charges sociales, justement, tout travailleur autonome, ses charges sociales, parce qu'il paye des charges sociales comme un salarié, c'est exactement les mêmes charges, il n'y a pas de différence, mais elles vont être calculées sur ses impôts. Donc, on dit à un travailleur autonome, généralement, tu gagnes 100, t'en laisses 30 pour tes impôts, charges sociales, tout ce que tu veux, généralement, c'est ça. C'est le prorata. T'en laisses 30%. Et au bout de la première année, si le travailleur autonome a un chiffre d'affaires important, à ce moment-là, l'État lui demande des acomptes. Donc, et puis après, on recalcule tout au niveau des impôts. Ok, oui. Donc, ça veut dire quoi, des acomptes, pardon? Des acomptes, des avances en fait. Les avances, d'accord, oui. L'État dit, bon bah ok, là vous avez payé $10,000 d'impôts sur votre travail de travailleur autonome, cette année vous allez m'en donner 3 000 en septembre, 3 000 en décembre, comme ça vous n'en payerez pas 10 000 l'année prochaine en avril-mai. Et c'est pour lisser en fait. D'accord. Mais c'est un grand classique pour les entreprises, fiscalement tout le monde fait ça. Hein. Je veux dire, ça c'est très classique à partir du moment où il y a un volume d'impôts qui apparaît. Derrière, il y a des acomptes qui sont demandés, des avances qui sont demandés pour lisser sur l'année les impôts en fait. D'accord. Parce que il faut dire que la protection sociale au Canada, ça se déclare et ça se règle au même moment que l'imposition. Oui, ça va ensemble. Quand je parle d'impôt, c'est protection sociale. Donc que vous soyez travailleur autonome ou salarié, la retraite de base sera la même. Au niveau de la sécurité, donc la RAMQ, ce sera exactement identique. La seule chose, c'est qu'un travailleur autonome n'a pas de droit au chômage. Oui. Et c'est à peu près la seule différence. C'est la seule différence, c'est au niveau du chômage. Donc, sinon, tous les autres, au niveau de notamment de la préparation à la retraite, qu'on soit travailleur autonome ou salarié, c'est exactement les mêmes cotisations, c'est le même organisme, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc ça veut dire que faire des fiches de paye au Canada, c'est très simple. Oui, c'est très simple, mais c'est oui parce qu'il y a 5 lignes, hein. Il n'y en a pas 3000. Il y a impôt fédéral, impôt québécois, chômage, retraite, rente et accident du travail. 6 lignes. D'accord. Et encore, c'est parce qu'on est au Québec, parce qu'il y a l'impôt québécois. Parce que par exemple, en Ontario, il n'y a qu'un le fédéral et le provincial se confondent ensemble. Donc en fait, il y a moins de lignes. Donc, et on retrouve ces 6 lignes ou ces 5 lignes pour un travailleur autonome sur sa déclaration d'impôt. On va lui recalculer et lui enlever grosso modo 30%. Après, ça dépend de tas d'autres choses, mais il va payer ses impôts à ce moment-là. D'accord. Okay. D'accord. Donc, pareil pour la société de personnes, ce sont des travailleurs autonomes qui se sont regroupés. Donc à la fin de l'année pour les impôts, on va payer, chacun va en prendre un tiers du bénéfice et le déclarer dans ses impôts, payer ses charges sociales là-dessus, payer ses impôts dessus, payer sa RAMQ dessus, etc. Comme un salarié. Ok.
Ensuite, dernier point, la compagnie incorporée. Donc en fait, c'est l'incorporation. Donc on se met aux sociétés. Donc notre activité, il y a une personne morale qui est créée. Donc toute l'activité passe par la personne morale. Et finalement, la société incorporée est assez souple pour intégrer à la fois le principe de SARL, de SA, de tout ce que vous voulez en fait en France. Après, ça va dépendre du dépôt des statuts. On peut fermer, ouvrir, mais une multinationale ou une toute petite entreprise d'une personne s'incorpore au départ de la même manière. Mais après, elle fait des choix, c'est la même chose, mais après, il y a des choix différents à faire. Donc, moi, je fais des incorporations de travailleurs autonomes de petites sociétés parce que c'est relativement simple à faire. Bon, il y a un coût, $350 par an. Minimum, ça c'est le minimum. Ouais. Et après, quand il y a trois associés, dont un qui est en France, qui est une société, etc., là, il y a les avocats font ça très bien. D'accord. Ouais, d'accord. En fait, c'est un système très, très souple qui permet de définir soi-même le mode de fonctionnement de l'entreprise. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus réglementé. Exactement. Alors, j'ai mon grand-fils qui veut passer pour faire ses devoirs parce qu'il est carrément à la bourre au niveau de l'université. Donc, je suis désolée. Bon. Il va y avoir un interlude. Voilà. Donc, vous venez de voir passer un exemplaire d'adolescent québécois. Voilà, et à l'université, et donc, voilà. Et bien sûr, on fait comme si c'était pas prévu, mais on avait tout prévu, tout est bien monté, tout est bien, hein Thierry? Oui, tout à fait. On avait tout organisé, tout ça. Voilà. Tout est organisé et il faudra qu'on pense à lui payer ses $15 de prestations. Exactement. Okay. Alors, est-ce que, alors c'est ça. Alors, on a donc en résumant, on a soit on est travailleur autonome et ça c'est le statut de facto. Ça, exactement. C'est comme aux États-Unis, dans les westerns. Il y a un cow-boy arrive, vous avez des vaches à garder, ok, c'est combien, voilà. C'est toujours pareil. C'est le même principe. C'est le même principe. Par contre, après, faut déclarer, et ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, c'est ça que j'allais te dire, c'est que justement, pour tout ce qui est déclaration, est-ce que c'est des choses qu'on peut faire tout seul, ou est-ce qu'il y a vraiment avantage à utiliser valeur ajoutée, à utiliser un expert comptable? Alors, en fait, on peut les faire tout seul si on est juste salarié, tout seul, et qu'on a envie d'acheter, parce qu'il faut acheter une connexion, faut acheter un logiciel d'impôt pour déclarer ses impôts. Donc, c'est $30, on en trouve, voilà, il n'y a pas d'autre solution que d'acheter ce logiciel. Et qu'on veut en fait se coltiner se former un minimum pour faire sa déclaration d'impôt et tout mettre dans les bonnes cases. L'intérêt d'un comptable, d'un préparateur d'impôt, c'est qu'il y a des crédits d'impôt qu'on obtient pour diminuer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un salarié paye sur sa fiche de paye, sur son talon de paye, toutes les cotisations et les impôts, mais c'est une prévision. C'est-à-dire que tu vas gagner tant dans l'année, tu vas payer tant d'impôts. Et après, pas de savoir si tu as fait une rénovation dans ta maison qui fait que tu as droit à un crédit d'impôt, si tu as des enfants à charge, si tu as pris des tickets de transport, etc. Tout ça, c'est pas pris en compte. Donc, si on est capable de le faire, il y a des gens qui chaque année passent une semaine par an pour faire leurs impôts, et d'autres, la majeure partie des Québécois et des Canadiens passent par des préparateurs d'impôts. Alors, et chaque préparateur d'impôt finit par se spécialiser dans tel ou tel type de contribuable, en fait. D'accord. Ouais, d'accord. Parce que souvent, ce sont des comptables qui font ça en plus, ou alors ce sont des cabinets comptables, ou alors il y a souvent une spécialité de fait. Je suis spécialisée dans les expatriés, si c'est la question. Ah, d'accord, c'est bien ça. Mais ce que je voulais te demander aussi, est-ce que l'argument que tu mets sur la table, c'est que à la limite, on perd moins d'argent, ou on récupère plus d'argent si la personne connaît tout ce qu'il y a à faire? Oui. Est-ce que c'est bien ça que tu dis? Oui. On peut payer à $500 pour faire une déclaration d'impôt, mais par contre récupérer $2 000, $3 000, $4 000.
Ouais, d'accord. Ou alors faire attention, ou alors repayer des impôts, mais parce qu'on a un cas compliqué et qu'on a des revenus à l'étranger, qu'il faut mieux passer par quelqu'un qui s'y connaît. Parce que lorsqu'il y a un contrôle, Ça fait mal. Oui, excuse-moi Virginie, tu peux nous parler de ces revenus à l'étranger? On peut être imposé au Canada sur ces revenus à l'étranger? Alors, en fait, c'est une règle mondiale que les gens ne connaissent pas parce que généralement, on est dans un pays, on vit dans ce pays, on a ses biens dans son pays. Mais en réalité, je suis allemand, je suis en Allemagne. Ouais. Je travaille en France, donc j'ai des revenus en Allemagne parce que j'ai des locations par exemple. Je travaille en France, je suis donc fiscalement rattaché à la France. Ouais. Et donc je dois déclarer en France à la fois mes revenus français et mes revenus allemands. Et je soustrais les impôts que j'ai déjà payés en Allemagne aux impôts que je vais payer en France. C'est exactement, donc ça c'est un principe mondial. Et donc au Canada, on applique ce principe est appliqué de la même manière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une résidence fiscale au Canada, on doit être imposé sur les revenus mondiaux. Si on a une résidence fiscale en France, on est imposé sur les revenus mondiaux, etc., etc. Après, il y a l'art et la manière de les déclarer. Parce que ça dépend des pays. Ça devient tout de suite plus compliqué. D'autant plus que les règles fiscales françaises ne s'appliquent pas au Canada et vice-versa. D'accord. Donc c'est là où effectivement des spécialistes interviennent parce que le faire seul c'est bien, mais sauf qu'à un moment donné, surtout à partir de 2018, si vous êtes au Canada et que vous avez un compte en banque en France, donc la France va vous demander quelle est votre résidence fiscale, vous allez dire canadienne, ouais. Et donc votre banque va transmettre tous vos comptes en banque, tous vos relevés de banque à l'administration fiscale française, qui va elle-même les transmettre à l'ARC, à l'administration fiscale canadienne et québécoise. Et donc, si l'administration fiscale canadienne et québécoise s'aperçoit qu'il y a 1 000 euros qui tombent tous les mois sur votre compte en banque, ils vont vous poser la question d'où viennent ces 1 000 euros. Si c'est une donation de vos parents, bon, c'est une donation, mais ça peut être une pension, donc ça peut être retransféré en pension. Donc il y a toute une problématique qui commence à être, qui va se poser pour les expatriés dans le monde. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ces contrôles n'existaient pas. Jusqu'à présent, et ça c'est 2017-2018. Ah, donc de même que les personnes qui sont en France, qui ont un compte au Canada, la banque canadienne est obligée de transmettre toutes les informations à l'Agence du Revenu du Canada, qui elle-même va transmettre les informations à l'administration française, qui va dire c'est bizarre là, c'est quoi ces 1 000 $ qui tombent Mais alors une question là, tout de suite qui me vient à l'idée. Imaginons que tu aies fait en France un placement défiscalisé. Selon la loi française, tu habites au Canada et ce placement n'est pas défiscalisé au Canada. Ah, ça c'est une autre. Ça c'est un cauchemar fiscal. C'est un cauchemar fiscal, ouais, d'accord. Parce qu'en fait, il faut tout redéclarer. Dans ce cas-là, non, c'est relativement simple. Vous avez payé 0 d'impôt au Canada. En France, ici vous avez un taux d'imposition maximal parce qu'en fait c'est par tranche, donc plus on rajoute disons quelqu'un qui a 30% d'imposition globale sur ses revenus, s'il rajoute des revenus, il va être à 50% d'imposition globale sur les revenus qu'il rajoute. Donc là ce sont des revenus qu'il rajoute. Vous rajoutez 10 000 $ de revenus, 10 000 $ de revenus, vous m'en donnez 5 000. Parce que vous avez eu 0 d'impôt, donc vous êtes imposé intégralement au Canada. D'accord. La défiscalisation française est un pan béni pour l'administration canadienne fiscale. Ah oui. Et donc il y a des expatriés qui repartent, clairement. C'est pas un paradis fiscal le Canada, c'est loin d'être un paradis fiscal, et le Québec est la province la plus imposée sur l'ensemble du Canada et des États-Unis. Donc, si vous voulez pas de... On va savoir ça, d'accord. Voilà. Donc, si par exemple vous voulez pas d'imposition, vous allez en Alberta, c'est 15% sur l'ensemble de vos revenus. D'accord. Il faut aller vivre en Alberta aussi. C'est ça aussi, ouais, ils essayent d'attirer du monde, ouais. Oui, et puis ils font beaucoup de pétrole de schiste. Voilà, c'est un peu ça. Donc l'air est très agréable en Alberta. Vous gagnez 100 000 $, ça va pas être 30% d'imposition, mais ça va être 15% d'imposition. Vous gagnez 200 000, pareil, quoi, je veux dire. Donc après, c'est aussi ça qui peut être intéressant. On dira.
Après, mais la dimension fiscale et la dimension des impôts, des taxes, et parce que vous en avez parlé sur la première émission à Dubaï, est aussi ici intéressante. Il faut se la poser. Et on ne se la pose pas à l'entrée, puisque les taxes ne sont pas à l'entrée, mais on se la pose au bout d'un an. Ouais. Et donc... un peu trop tard. Faut pouvoir anticiper, quoi. Faut pouvoir anticiper. Ah oui, j'ai sorti des mouchoirs, moi, dans mon bureau. Ah ouais. Ah ouais, Wow. non, là c'est... Après, vous avez des gens qui, une fois que les gens ont compris, ils arrangent leurs affaires par rapport à ce qu'ils veulent. S'ils veulent rester, il y a des moyens après. Mais la première année est toujours assez surprenante. Est-ce que tu conseillerais qu'on rentre en contact avec toi avant même d'arriver ou pas du tout? Après, il y en a qui le font. C'est possible, tout à fait, complètement. Ça dépend de la complexité, effectivement, du patrimoine de la personne. Ouais. Et donc, mais oui, je fais des consultations avant les impôts, justement. En dehors de la période des impôts, et je fais des consultations fiscales pour les particuliers. D'accord. Et justement, si certains de nos auditeurs ou de nos spectateurs sont intéressés, comment ils te contactent, Virginie? Ils me contactent par courriel. Alors, je sais qu'à Dubaï, c'est pas forcément. Ah bah si, on a le courriel aussi, on a l'email. Si, on a des emails, Virginie. Non, parce que Virginie dit ça parce que. C'est une question de vocabulaire. Excusez-moi, c'est pas. Bon, alors, on peut me contacter par email qui devient un courriel au Québec. Oui. Ouais. Ça, c'est typique. Courriel électronique, quoi. Oui, d'accord. Voilà, exactement. Donc. Mais bon, ceci étant, la partie fiscale n'est qu'une considération. Après, il y a d'autres parties qu'il faut prendre en compte. Il y a notamment le métier qui est très important par rapport aux ordres, aux fédérations. Il y a aussi le fait que la population qu'on est 32 millions sur un continent complet. Donc, vous n'allez pas trouver la population, l'achalandage qu'il y a en région parisienne, où il y a 17 millions de personnes, ou je ne sais plus. Ici, à Montréal, on est super nombreux, on est 4 millions maximum avec le Grand Montréal. Ouais. Donc, si vous voulez vendre et puis en plus, la ville est très très agréable, c'est que des petites maisons de partout. Il y a un maximum 2 étages. Sauf que quand vous vendez des pizzas, il faut s'attendre à les vendre loin, votre pizza. Loin. Ouais, d'accord. Et en plus, on n'a pas de building, on a 3 buildings je vois les photos de Dubaï, ça n'a rien à voir. Nous, c'est des petites maisons c'est des petites maisons de la prairie. Voilà, c'est un peu ça qui s'étale sur Montréal est une île, mais qui fait 15 km sur 150 ou 300 km, donc des petites maisons qui s'étalent de partout. Et avec des industries, beaucoup de petites industries, etc. Donc pour vendre des pizzas, il faut en vendre. Il faut pas se tromper parce qu'il n'y a pas un coiffeur, une esthéticienne, un commerce. Le problème du commerce, c'est que les routes sont en très mauvais état, il y a tout le temps des travaux parce que c'est vieux, tout est à refaire. Donc, il faut que les clients arrivent jusqu'à soi. Donc, il faut pouvoir vendre par Internet, c'est pas si évident que ça. Donc, il y a toute une problématique, notamment pour les investisseurs, de réussir à développer son business ici. D'accord. C'est plus facile, je dirais, d'arriver et de trouver un emploi que de monter sa boîte, ou alors c'est aussi facile d'être travailleur autonome pour une entreprise si on a une spécialité, etc., ou d'être consultant en informatique, ça c'est quelque chose qui se fait facilement. Mais par contre, monter un business, c'est très compliqué. Intéressant, d'accord. Il y en a qui sont dans le Yukon. Le Yukon, il y a des provinces qui font 500 000 personnes, c'est rien. Donc c'est une question de... Et ça, c'est un piège. Les Français, notamment, arrivent à Montréal et s'attendent à... Non, c'est pas Paris, c'est pas la région parisienne, c'est même pas Lyon. Voilà, quoi. C'est pas Dubaï, encore moins. En termes de population, nous sommes... tout est vert, c'est super agréable. Mais au niveau du business, non. Ouais. Ça peut poser un problème. Il faut bien savoir, ouais, d'accord. Faut savoir où on met les pieds, faut savoir comment on le fait, parce que s'attendre à ce que ce soit pareil qu'un autre pays, c'est une erreur de débutant, hein, si on comprend bien. Et surtout, voilà. En gros, ce que tu dis, c'est que c'est vraiment son monde à part. Son monde à part, c'est une norme à part sur tous les domaines, en fait. C'est bien ça? Oui, complètement.
Ceci dit, c'est un monde qui est très dynamique. 6% de chômage, c'est extraordinaire. C'est le rêve. Bah oui, bien sûr. Et il y a un fait important que je tiens à ressouligner dans ce qu'a dit Virginie, c'est que quand vous tentez un business commercial, il faut raisonner en termes de densité de population. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, je vais ouvrir un tacos, tiens, allez, un tacos. Alors Virginie, tu connais pas le tacos, c'est un truc français, hein. C'est pas le tacos mexicain. Donc, vous vous dites pas, je vais ouvrir un tacos. Moi, je connaissais pas Virginie. Voilà. Moi, je ne connaissais pas Virginie. Oui, parce que ça a moins d'une dizaine d'années. Donc, vous vous dites pas, je vais ouvrir un tacos à Montréal parce qu'il y a 4 millions d'habitants. Parce que les 4 millions d'habitants, ils sont très étendus. Donc, vous allez vous mettre dans un quartier dans lequel votre zone d'achalandage, ça va être 15 000 personnes maximum. Et là, commencent les problèmes. C'est-à-dire que combien de personnes vont se déplacer, combien je vais en vendre, et ainsi de suite. Et puis, ça peut se révéler problématique. C'est exactement ça. D'autant plus que si on prend que Montréal, il n'y a aucune protection des commerçants qui louent qui louent un bail, qui louent un local. C'est à l'année. Donc le bail c'est 1 an maximum, le propriétaire peut augmenter de 20% ou virer au bout d'1 an, etc. Donc en plus il y a c'est pas fait pour les petits commerçants. Donc mais ça c'est un autre problème inhérent à Montréal. Donc, Thierry, est-ce que tu as partagé la slide où on a les coordonnées de Virginie si on a envie de la contacter? Pas tout de suite. Ce sera notre générique de fin. En fait, je le laisserai à la fin de l'émission. Donc, c'est bien, c'est juste. Voilà. Est-ce que Virginie ou Hamza, vous avez des choses à ajouter par rapport à ce qui a été dit? Moi, je trouve que c'était très complet. Merci beaucoup, Virginie, parce que on se doute pas. Hein, tu sais, on habite à. En fait, on n'a aucune idée. Hein. Moi, j'ai appris énormément de choses. Pourtant, j'ai un frangin qui habite à Toronto. Et du coup, on parle de plein de choses, à part fiscalité, à part toutes ces choses-là qui sont très intéressantes. Donc, merci beaucoup, Virginie. Ben, si ça donne l'envie de venir, parce que je ne voudrais pas non plus. Mais c'est ça, c'est un pays qui est beau, qui est magnifique, qui est assez extraordinaire à vivre, mais il faut vraiment faire attention, il faut vraiment ne pas arriver avec ses illusions. Ouais. J'imagine que Dubaï, c'est un peu pareil, hein, c'est le même, un peu le même, la même chose. Du soleil. Oui, certes. Voilà. Mais tu sais, Virginie, avec Thierry, on a créé Carrière Express parce qu'on lutte justement. Le but, un des thèmes, c'est de résister, d'essayer de tacler tous ces gens qui arrivent avec des idées préconçues, des stéréotypes et qui s'effondrent ici en fait, qui réussissent pas et qui doivent repartir. Et c'est un peu, sur la lignée. Des difficultés incroyables. Oui, je suis assez d'accord. Ça aussi, on voit des cas, mais. Donc, tu es vraiment dans la lignée, si tu veux, de l'émission, parce que nous l'expatriation, on y croit, on est tous expatriés. C'est génial, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais par contre, pas n'importe quelle expatriation, pas l'expatriation sac à dos, je me débrouille, etc., avec des paillettes dans les yeux. Nous, on a ça, vous avez l'air d'avoir aussi un petit peu ce problème-là. Et c'est bien que tu aies mis en garde parce que, ce que tu dis, c'est que le Canada, c'est génial, mais il faut faire bien, sinon ça peut devenir un cauchemar. C'est un peu ça. Oui, complètement. Complètement. Bon, voilà. Ok. Eh bien, sur cette puissante conclusion, Merci. mais... Et de m'avoir donné aussi l'opportunité de m'exprimer, parce que c'est vrai que ce sont des choses qu'on sait, mais qu'on n'exprime pas forcément. Puisque... Voilà. Tout à fait. Et donc, je rappelle à nos spectateurs, auditeurs, amis, à ceux qui nous suivent. Donc, si vous avez des problèmes de fiscalité internationale, n'hésitez pas à consulter Virginie Vargel, puisque de par sa position, on en parlait quand on préparait l'émission, elle s'est déjà occupée d'impôts de personnes qui avaient des activités à Dubaï, mais qui payaient leurs impôts au Canada, d'où donc imposition.
Et donc, si vous avez des problèmes fiscaux parce que vous êtes expatrié, n'hésitez pas à consulter Virginie, parce que c'est justement un domaine qu'elle connaît très bien et personnellement. Voilà, là-dessus, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne soirée. Alors, ce sera une bonne soirée pour ceux qui sont à Dubaï, et puis une bonne journée pour Virginie, puisque il est 9h de moins, donc il est 10h moins le quart à Montréal. Donc voilà, je vous dis à tous à la semaine prochaine. Et à bientôt les amis, et merci. Voilà. Vas-y, t'allais dire. Merci à vous. Voilà, et Merci. je vous laisse les coordonnées de Virginie pendant quelques minutes pour ceux qui voudraient la contacter. Et à la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Merci Virginie, salut.